Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cet échange sur les accommodements raisonnables organisé par le magazine Université de Sherbrooke. Mon nom est Pierre-Jacques Roy, je suis avocat, j'ai aussi une formation en travail social et en formation des adultes. J'ai animé de nombreux débats au Québec et en France et aujourd'hui c'est moi qui va conduire la discussion. Pourquoi le malaise persiste-t-il toujours et encore lorsque nous parlons d'accommodement raisonnable? Alors, pour en discuter avec nous, nous avons 4 invités. Je vous les présente dans l'ordre. Alors, M. Jamal Eddine Tadlaoui, qui est sociologue, coordonnateur de stage de maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke et il enseigne également à l'Université de Montréal. M. Tadlaoui est impliqué dans l'accueil des immigrants. Bienvenue, M. Tadlaoui. Bonjour. Maître Sébastien Lebel-Grenier est professeur à l'Université de Sherbrooke à la Faculté de droit. Il est l'auteur, le fondateur et le directeur du groupe interdisciplinaire de recherche Société, droit et religion à l'Université de Sherbrooke. Madame Marie-Michelle Poisson est présidente du Mouvement laïque québécois et professeure de philosophie au Collège de Huntsic. Bienvenue. Bonjour. Et enfin, M. Mathieu Bock-Côté, un intellectuel bien connu des médias, auteur de la dénationalisation tranquille, étudiant au doctorat en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue, M. Bock-Côté. Bonjour. Alors, chacun et chacune, bien sûr, avait 2 minutes en guise d'ouverture de notre échange et par la suite, nous allons interagir sur des questions que je vais vous apporter. Alors, notre premier intervenant ce soir, M. Jamal Eddine Tadlaoui. À vous la parole. Bonjour à tous. Lorsque j'ai été invité à participer à cette table ronde, tout d'abord pour moi, en tant que personne citoyenne québécoise réfléchissant sur la question, pour moi il ne s'agit pas d'un malaise par rapport à ces accommodements raisonnables que l'on parle encore. Moi ce que ça signifie pour moi, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui n'est pas moulé dans le roc et ça demande une discussion, un échange et des ajustements sociaux, économiques et politiques par rapport à ces accommodements. Je ne veux pas revenir sur les accommodements et les 37 chapitres du rapport final des accommodements, qu'est-ce qui a été appliqué au niveau sociétal, qu'est-ce qui ne l'est pas, les différentes critiques. Moi, j'aimerais intervenir au niveau de la société d'une façon générale, mais dans le vécu des gens. Le vécu, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, et qu'est-ce qui est souhaitable de faire. Donc, je ne veux pas rester légaliste comme mon collègue et ami M. Sébastien au niveau du droit. On a besoin de ça, mais qu'est-ce que cela a fait, pourquoi on l'a discuté, ce rapport-là, et qu'est-ce que ça fait au niveau de notre société d'une façon générale, et particulièrement, vous l'avez dit tout à l'heure, que j'ai travaillé auprès des immigrants, etc., mais je suis quand même citoyen québécois qui travaille pour l'implication et l'intégration de toutes et de chacun dans notre société. Merci beaucoup, M. Tadlaoui. Alors, Maître Sébastien Lebel-Grenier, à vous la parole. Merci de l'invitation. Écoutez, il y a plusieurs éléments conjoncturels. Premièrement, je crois qu'il faut reconnaître que la crise des accommodements raisonnables est venue d'un contexte assez particulier qui s'est amplifié et soutenu par lui-même. C'était un contexte politique essentiellement. Un parti a tenté de se faire du crédit en invoquant cette problématique-là et s'en est suivi une espèce de tempête médiatique. Donc, je crois que les origines sont là. Il faut savoir qu'en droit, le tout était basé sur une incompréhension parce que les cas qui ont été soulevés à l'origine et qui ont lancé la fureur n'étaient pas des cas juridiques, des cas qui relevaient du principe juridique d'accommodement raisonnable. C'était des cas qui relevaient plutôt de rapports de bon voisinage ou de mauvais voisinage selon la vision. Par contre,
je vous dirais, le fait que le malaise persiste est, lui, assez révélateur. Ça, je crois que c'est important sociologiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je vois deux choses dans la persistance du malaise et le fait qu'on en parle encore de façon aussi intense dans les médias québécois. Première chose qui m'apparaît, c'est à tout le moins la perception d'une trajectoire inverse par des pans de la société québécoise, inverse à celle qui a été empruntée par la majorité. On est allé d'une société qui était très religieuse, très confessionnelle, vers une société qui s'est débarrassée du joug de la religion, parce que c'était ça à une certaine époque. Et donc, il y a une direction très, très claire de la société québécoise. Et là, ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit, c'est un retour dans l'autre direction. Et ça, c'est très dérangeant. Par contre, je crois que ce retour-là est surfait, est amplifié. La façon dont on en parle ne reflète pas l'ampleur de la situation. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il y a une crise profonde en termes de repères identitaires dans la société québécoise. Donc, on se demande qu'est-ce qui nous définit comme société québécoise. Et d'ailleurs, une anecdote qui est quand même assez révélateur, c'est qu'on a introduit, il y a un an, un nouveau... en fait, un serment ou une reconnaissance que les nouveaux immigrants doivent signer eu égard aux valeurs québécoises. Et quelles sont les valeurs québécoises auxquelles on fait référence? Bien, c'est essentiellement ce qui est dans la Charte québécoise, donc des droits qui sont garantis. On peut avoir un débat si c'est des valeurs ou non, mais à la base, c'est quoi qui nous distingue? On est comme les autres pays avec des valeurs individuelles, des droits fondamentaux individuels forts. Et ces droits fondamentaux individuels, qu'est-ce qu'ils protègent? Bien, ils protègent la liberté, l'autonomie de l'individu. À travers ça, est-ce qu'on peut avoir des valeurs communes? Je ne suis pas certain. Merci beaucoup. Madame Poisson, maintenant, votre point de vue en ouverture. Oui, bonjour. Je représente le mouvement laïque québécois. Et dès le début de cette controverse autour des accommodements raisonnables, ou ce qu'on appelait à l'époque les accommodements raisonnables, nous ont interpellés, puisque, en fait, il s'agissait d'accommodements qui mettaient toujours en cause l'intégration de croyances religieuses dans la gestion des affaires publiques. Donc, dès avant la mise en place de la commission Bouchard-Taylor, on a pris position sur cette question des accommodements religieux. Et on insiste pour dire que ce ne sont que les accommodements religieux qui posent problème. Et on a fait des mises en garde pour éviter les dérapages racistes qu'on observait dès le début, dans le plus chaud de la controverse. Les choses qu'on a dites, c'est d'abord, cessons de pointer tous les accommodements. Ce sont les accommodements religieux qui font problème. C'est une problématique qui concerne justement la place de la religion dans l'espace civique. Définissons donc l'espace civique, l'espace institutionnel, et arrêtons de parler à tort et à travers du religieux dans l'espace public. On a fait aussi une mise en garde, justement pour dire que ce n'était pas anecdotique comme incident qui était rapporté. On faisait référence à des jugements rendus par la Cour suprême ou par la Cour supérieure, ou un jugement de la Cour supérieure renversé par la Cour suprême. Donc les gens, à partir de simples cas qu'on a souvent qualifiés d'anecdotiques, montés en épingle par les médias, non. Les gens, la classe politique, les juristes voyaient bien là des gros écueils structurels au niveau de nos lois et de l'encadrement juridique qu'il pouvait y avoir envers le retour du religieux ou les demande de religieux. Maintenant, c'est important de pouvoir encadrer le religieux parce qu'avec le religieux, c'est le retour d'un arbitraire religieux. Notre société moderne est fondée quand même sur des principes de la modernité, le respect de la rationalité et le respect des droits de l'homme, les droits de la personne. Des principes universels sur lesquels on peut s'entendre. Des faits avérés ou encore de grands principes. Maintenant, c'est ça qui est en jeu ici. Donc, c'est le modèle de la modernité, de la société moderne versus d'anciens modèles ou d'autres modèles qui sont posés, qui viennent s'opposer justement à ces principes que nous avons mis de l'avant. Maintenant, le rapport Bouchard-Taylor, malgré les mises en garde qu'on a faites, est tombé dans toutes ses ornières, confond encore espace public et espace civique, accommodement raisonnable et accommodement religieux, et n'a surtout pas clarifié la notion de laïcité en imposant de fait la notion de laïcité ouverte aux accommodements religieux. Merci, Mme Poisson. M. Bock-Côté, votre point de vue sur le malaise? Oui, qui sera un peu différent. Je crois que la crise des accommodements raisonnables est une crise profonde. Et une crise symptomatique de quoi? C'est-à-dire, c'est la crise, appelons ça non pas de l'identité québécoise, mais d'une tentative forcée depuis une quinzaine d'années de reconstruire l'identité québécoise dans les paramètres du multiculturalisme. Je précise tout de suite ici que je parle de multiculturalisme comme je pourrais parler d'interculturalisme ou de pluralisme identitaire. Il m'arrive de parler à la blague d'inter-multiculturalisme.
multiculturalisme pour dire on parle ici d'une même philosophie. Depuis une quinzaine d'années, en fait depuis le référendum de 95, on pourra revenir sur cette raison un peu plus tard, depuis le référendum de 95, on présente toute défense de l'identité nationale, toute défense du sentiment national, toute défense de la majorité francophone comme une forme de pathologie identitaire. On parle de repli sur soi, on parle de repli identitaire. Lorsqu'on veut être plus méchant, on parle de vieux fonds xénophobes. Mais d'une manière comme de l'autre, on disqualifie radicalement toute défense de l'identité nationale. Or, on ne peut expulser, on ne peut refouler l'identité nationale hors de l'espace public sans que ça ait des conséquences. La crise des accommodements raisonnables représente quoi? La crise des accommodements raisonnables représente une forme de retour de l'identité nationale qui aurait été pendant 10, 12, 15 ans censurée. Donc, appelons ça que c'est la réaffirmation d'une identité censurée qui reprend ses droits. J'affirmerais même donc que la crise des accommodements raisonnables est non seulement une forme de réaffirmation identitaire, mais c'est aussi une forme de réaffirmation démocratique de cette défense légitime de la référence nationale dans la société québécoise. Merci, M. Bock-Côté. Je permets des interactions au niveau de commentaires sur ce que les autres ont dit. Mme Poisson. Et évidemment, j'ai oublié de faire état de la principale mise en garde qu'on avait faite avant même la tenue de la commission Bouchard-Taylor, c'est de bien préciser que la problématique de laïcité, de neutralité religieuse des institutions publiques n'a rien à voir, n'a aucun lien de nécessité avec les problématiques de l'immigration. C'est très, très important. Ça a soulevé justement des réactions épidermiques de nature identitaire, mais si on regarde ce qui se passe à travers le monde actuellement, les enjeux de laïcité, de clarifier la place de la religion dans l'espace démocratique sont de toutes les nations. Et présumer que les immigrants qui arrivent ici sont tous de fervents religieux qui veulent imposer des valeurs religieuses, c'est le principal préjugé qui a été maintenu et perpétué par la commission Bouchard-Taylor elle-même. Et c'est très dommageable justement cette intégration des immigrants et on l'a dénoncé depuis le début. Les statistiques sont toutes à l'encontre de ce préjugé que les immigrants sont majoritairement en demande d'accommodement religieux. Merci. Et c'est fondé sur aucun fait. Toute l'analyse, finalement, de la commission Bouchard-Taylor n'est pas fondée. Pas fondée. M. Bock-Côté, en commentaire. Oui, une petite nuance. Je dirais effectivement, il faut bien préciser que la question du multiculturalisme ne se confond pas avec celle de l'immigration. Le multiculturalisme au Québec est porté par les élites politiques et intellectuelles québécoises. Donc, il faut bien noter que, je dirais là-dessus, c'est presque un débat interne aux élites politiques et intellectuelles québécoises. Le multiculturalisme s'est imposé au Québec, on a eu l'occasion souvent d'en faire l'histoire, à partir même du camp souverainiste. C'est une forme de paradoxe de la culture politique post-référendaire. C'est-à-dire les souverainistes, pour s'amender de la déclaration de Jacques Parizeau en 1995, ont confondu la modernisation de leur option avec leur adhésion au multiculturalisme. Donc le problème, je le précise, n'est pas un problème évidemment lié à l'immigration directement, c'est un problème lié, autrement dit, à notre capacité d'assumer une certaine histoire et une certaine mémoire comme lieu fondateur de la société québécoise. Isabelle Grenier. Je crois que c'est justement ça la question. C'est quoi l'identité québécoise? Lorsqu'on parle de l'identité nationale, c'est bien beau, mais quelle est cette identité nationale? Et moi, je crois qu'elle est forgée, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, au coin des droits individuels. Et ces droits individuels-là font en sorte qu'on valorise au-dessus de tout l'autonomie, la capacité de chacun de prendre des décisions, des choix de vie importants quant à sa propre existence, ce qui comprend comme valeur fondamentale la liberté de religion, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de s'affranchir d'une option majoritaire. Par contre, je crois que ce qui est important aussi, c'est que j'ai pas vraiment jamais entendu des commentaires à l'effet qu'on devrait proscrire l'enseignement de l'histoire nationale, qu'on devrait proscrire, qu'on devrait réduire l'espace du français dans l'espace public. En fait, il y a beaucoup de débats, est-ce que Montréal s'anglicise, etc. Mais il faut comprendre que les mesures phares de la loi 101, l'enseignement, l'acculturation, en fait, aux Français des immigrants, etc., c'est des mesures qui sont généralement très bien acceptées et ce sont des mesures qui concourent justement à créer ce fonds commun, cet espace partagé dans lequel on peut dialoguer. Très bien. M. Tallaoui, vous avez un commentaire là-dessus? Je pense que, j'espère en tout cas, ne pas rentrer dans des raccourcis par rapport à ce qu'on veut réellement dans notre société, par rapport à ces accommodements raisonnables. Donc, parle-t-on de la diversité, de la gestion de la diversité, parle-t-on d'une reconnaissance ou une primauté d'une identité sur d'autres identités? De quoi parle-t-on et de quoi voulons-nous parler réellement pour pouvoir échanger afin de dire
Oui, c'est un malaise, comme disent certains, par rapport à ces accommodements. Oui. Pour moi, c'est une occasion de mieux nous redéfinir ou définir en tant que société grâce à ces différences culturelles qui nous viennent. Qu'est-ce qu'on veut réellement par rapport à ces accommodements raisonnables? Est-ce que c'est une occasion de discussion, d'avancée, ou bien de retranchement? C'est la question que je me pose. C'est la question que vous posez. Je dirais là-dessus, M. Lebel-Grenier dit ce qui est fondateur pour l'identité québécoise, ce sont les droits et libertés. Bon, autrement dit, défini actuellement. Je dirais, à ce niveau, il n'y a donc aucune distinction, si on décide de regarder ça à un certain niveau, entre le Québec, le Wisconsin, le Maryland, la France, on peut multiplier. Autrement dit, si nous ne nous référons qu'aux droits et libertés comme élément fondateur d'une différence nationale, alors il n'y a plus de différence nationale et nous fonctionnons dans une forme d'universalisme abstrait qui repose secrètement sur la sacralisation des chartes. Si les droits et libertés sont évidemment indispensables, ils ne fondent pas un pacte politique, ils ne fondent pas une identité nationale. Or, qu'est-ce qui fonde l'identité nationale au Québec? On peut le dire de manière un peu décomplexée, il me semble. C'est 4 siècles d'histoire. C'est une conscience majoritaire qui devrait être décomplexée, à mon avis. Comme disait Fernand Dumont, le grand sociologue, c'est faire de la majorité francophone la culture de convergence à partir de laquelle fonder l'espace public québécois. Et en ce sens-là, et vous dites qu'il n'y a pas d'exemple de volonté d'enlever l'histoire ou quoi que ce soit, j'aimerais vous ramener sur le fait qu'en 2006, par exemple, le gouvernement du Québec a cherché à imposer un nouveau programme d'histoire où la référence à la nation n'était plus là, où la référence à la question nationale disparaissait. Pourquoi? Parce que pour avoir une histoire véritablement plurielle, on devrait la décentrer de la conscience historique majoritaire. Donc pour avoir une démocratie véritablement inclusive, on devrait expulser de l'espace public cette référence historique. C'est pourquoi j'ai souvent dit qu'on en vient souvent à confondre l'ouverture à l'autre et le reniement de soi. Oui. On a même posé la question, est-ce que si la question nationale était réglée, les accommodements raisonnables seraient complètement écartés du débat? Non, dans toutes les sociétés occidentales. C'est là où il faut vraiment faire la distinction entre, bien sûr, une réflexion sur l'identité d'un peuple, sa culture, et la structure même les bases de ces institutions publiques. Et la possibilité de réintroduire dans le mode de gestion de nos institutions des demandes qui ont des fondements religieux et qui vont chambouler bien des règles autrement établies en raison ou en droit, c'est très, très, très important. Et ça transcende toutes les questions d'identité. Oui. Sur quoi allons-nous rendre nos décisions publiques? Oui. Hein? Est-ce qu'on va faire intervenir justement la demande de ségrégation des sexes dans la gestion du travail, des horaires ou encore dans la gestion des congés? Est-ce qu'on va faire intervenir justement des dogmes religieux pour concocter les horaires de travail de tout un service? Alors que déjà, il existe des ordres de priorité d'emploi, parfois même des grilles horaires très complexes. Et là, il faudrait laisser intervenir le religieux qui aurait préséance au nom de la liberté religieuse sur toutes ces organisations. Je crois que d'un point de vue d'un gestionnaire, c'est la question qui est posée. Qu'est-ce qui intervient dans la gestion des affaires publiques? Oui. Mais pourtant, le projet de loi 94, il cherche à encadrer justement ces exceptions à ce qui est permis et ce qui ne l'est pas finalement dans la fonction publique. Ouais. Est-ce que ce n'est pas là la solution? Bien, parlons-en justement du projet de loi 94. C'est censé être un projet de loi qui introduit de nouvelles mesures, qui va changer radicalement la face de la fonction publique québécoise. Dans les faits, ça fait à peu près rien, ce projet de loi-là. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il réitère des critères qui sont déjà largement admis dans la jurisprudence, les critères d'application des accommodements raisonnable. On annonce le projet de loi comme interdisant le port de signes religieux ostentatoires, le fait de se couvrir le visage dans le cadre d'une demande de service, etc. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on dit, c'est que s'il y a des demandes à cet égard-là, elles doivent être évaluées au prisme du concept d'accommodement raisonnable tel qu'il existe. En fait, on réitère ça. Et on dit qu'on doit respecter les autres droits fondamentaux. Et essentiellement, c'est ça. J'aimerais juste rappeler, il y a une question d'incompréhension, là, je crois. Les accommodements raisonnables, ce sont des mesures qui peuvent être prises pour répondre à une demande de la part de quelqu'un fondée notamment sur des bases religieuses, mais ces accommodements-là sont limités à ce qui est considéré comme raisonnable et déraisonnable, notamment ce qui contrevient aux droits d'autrui. Donc, c'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi, et puis c'est pas la porte ouverte aussi à nier qui nous sommes, à nier une histoire. Mais au-delà de ça, est-ce que l'histoire d'une partie de la population définit ce que devrait être entièrement la population? Je crois que c'est à ce niveau-là que le débat a lieu. C'est ce que je voulais poser comme question par rapport à l'identité. Et comme le dit
un auteur qu'on suggère fortement dans le cadre de notre programme de médiation interculturelle. Oui. Est-ce que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes? Elle se construit, elle se transforme tout le long de l'existence. Donc, nos 4 siècles d'histoire, ici au Québec, d'autres sociétés ont plusieurs siècles d'existence. Néanmoins, l'ouverture à l'autre est quelque chose de... C'est un fait pour pouvoir s'y adapter, revoir, regarder, s'interroger sur la vie commune ici au Québec notamment. Donc, si je prends, je ne suis pas porte-parole de personne, ni d'immigrants, ni de qui que ce soit. Oui. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils ne demandent pas de ne pas s'intégrer dans notre société. Ils veulent bien entendu s'intégrer. Oui. Ils viennent pour ça, mais il faut qu'on leur donne des balises claires. Oui. Il faut qu'on comprenne d'où ils viennent, comment ils sont venus, oui. Pourquoi ils sont venus. Donc, il faut quand même ne pas nier l'autre. Et ça serait, selon moi, le débat important de l'existence, la reconnaissance de l'autre, quel qu'il soit, sans pour autant nier notre identité historique. Parce qu'on leur demande de signer une déclaration, vous avez fait référence à ça, Maître Belle-Grenier, les valeurs communes du Québec. Hein, je les nomme pour les téléspectateurs. Le Québec est une société libre et démocratique. Le Québec a les pouvoirs politiques et religieux, et ceux-ci sont séparés. Le Québec est une société pluraliste. La société québécoise est basée sur la primauté du droit. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits. L'exercice des droits et les libertés de la personne doit se faire dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. Les immigrants sont invités à signer cette déclaration-là. Et on se dit, les gens posent la question, est-ce qu'ils veulent s'intégrer et est-ce qu'ils veulent accepter ces valeurs-là? Encore une fois, il faut y revenir. Moi, je dirais que on a là une conception minimaliste de l'intégration. C'est-à-dire, finalement, je le redis, ça veut dire s'intégrer au Québec, ça ne veut pas dire quelque chose de bien différent que de s'intégrer à l'Ontario. Multiplier tous les cas, je pourrais énumérer ça, sauf pour le français, et encore là. Cela dit, M. Lebel-Grenier a utilisé une formule qui m'apparaît assez symptomatique du débat. Vous parlez de l'histoire d'une partie de la population. Du point de vue de plusieurs Québécois, si je puis dire, puis j'en suis là-dessus, la majorité francophone n'est pas, ou la majorité historique francophone n'est pas qu'une partie de la population. C'est, je reprends la formule de Dumont encore une fois, une culture de convergence. C'est une culture de convergence qui se définit donc par un parcours historique, par une mémoire, par certaines coutumes, par certaines traditions. Évidemment, tout ça se transforme, tout ça change. Les identités ne sont heureusement pas fixées une fois pour toutes. Mais il faut savoir néanmoins si on est capable d'avoir un point de repère sur ces 4 siècles et sur les siècles à venir, à partir justement de cette majorité dépositaire, selon la formule de l'autre, de raisons communes. Et en ce sens-là, je dirais que la grande tension qu'on a aujourd'hui, c'est que certains essaient de faire une forme de remplacement de cette culture de référence, dont on doit prendre le pli pour s'intégrer, par une culture uniquement centrée sur la Charte des droits à partir de laquelle on devrait reconstruire la société québécoise. Alors ça, à mon avis, le véritable débat se trouve là. C'est là la ligne de polarisation. Même poisson là-dessus. Bon, justement, là, il y a un implicite. Est-ce que la culture de convergence implique qu'on converge sur 400 ans, soi-disant, de culture catholique? Je crois que les Québécois, n'eût été de l'immigration, il n'y aurait pas eu d'immigration du tout, auraient divergé sur ce point. Je ne crois pas que la culture catholique soit un élément identitaire pour les Québécois aujourd'hui, après 40 ans de révolution tranquille. Un symbole de ça, c'est qu'à l'Assemblée nationale, comme on a fait la coupure, il n'y a plus d'intervention de l'archevêché dans le décret, dans l'élaboration des lois, il ne devrait plus y avoir de crucifix à l'Assemblée nationale. C'est votre point. Voilà. Même si, d'un point de vue patrimonial, certains ont souligné, la présence de ce crucifix veut dire beaucoup encore pour nous. Il y a lieu d'honorer cette dimension patrimoniale en prenant ce crucifix, en l'installant dans un musée, avec les explications qu'il faut à côté. Mais pour ce qui est du décorum d'un lieu décisionnel comme l'Assemblée nationale, ça n'a plus lieu d'être. Donc, il faut faire attention avec le débat identitaire. On a un débat où on doit définir sur quelle base sont gérées nos institutions publiques communes et aussi sur notre identité, mais quel est le lieu pour exprimer cette identité? Et je ne crois pas que une partie de notre identité historique
catholiques doivent s'exprimer dans un lieu aussi stratégique au point de vue démocratique que l'Assemblée nationale, les cours de justice ou toute autre institution qui représente nos démocraties modernes. Même si le projet de loi 94 autorise... c'est un très mauvais projet de loi à ce titre-là, selon le mouvement laïque québécois, puisque on fait la place aux accommodements religieux de tout acabit, à commencer par nos accommodements religieux, ceux qui vont permettre de perpétuer une prégnance du religieux dans nos institutions. Et on n'a pas encore parlé de l'éducation, mais c'est encore un énorme accommodement religieux qu'on fait en enseignant toujours et encore des contenus de nature religieuse dans nos écoles. Maître Gagné, tu avais un point là-dessus? Oui, en fait, les deux sont reliés. Il y a la question de base, la culture d'accueil et de convergence. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est certain que on est chacun situé dans un contexte historique et puis on se construit notre identité en fonction de ces références-là et puis de notre environnement actuel. C'est un processus qui est évolutif. Mais la différence, c'est une différence de degré. Donc, est-ce qu'on doit avoir une adhésion à une culture préexistante qui est la culture du lieu d'accueil, donc qui est une tendance vers l'assimilation, ou à l'autre extrême, est-ce qu'on doit faire fi de cette culture d'accueil-là? Moi, je crois que on doit avoir une position qui est pondérée, qui est quelque part entre les deux. Oui. Et lorsqu'on parle des droits fondamentaux, c'est sûr qu'on pourrait rejeter les droits fondamentaux. Je crois qu'on serait en déphasage complètement avec la modernité. Mais ils font partie de qui nous sommes, à mon avis. C'est un état de fait. Et cet état de fait-là colore notre façon de voir les choses. Donc, on s'est détaché de cette appartenance obligatoire à une certaine culture. Justement, on se définit beaucoup aujourd'hui par notre capacité de s'opposer à une culture, de rejeter des pans d'une culture et se définir par nous-mêmes dans l'autonomie. Dans cette perspective-là, c'est très, très difficile d'imposer une culture qui est déterminée. Je vais m'arrêter là pour l'instant. On pourra revenir sur la question du crucifix. On a posé aussi la question dans ce débat, est-ce que les Québécois expriment leurs préjugés à travers ce malaise-là? Et M. Tadlaoui, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, mais avant d'interagir par rapport à cela, j'aimerais rappeler quand même et de revenir à l'histoire. L'histoire est une figure historique aujourd'hui, si je puis dire, disait de la diversité de la culture et de l'identité. Et il ne s'agit pas de changer une culture ou une identité par rapport à une autre. Mais je ne veux pas, je cite Randy, je ne veux pas que ma maison soit faite de murs aveugles et de fenêtres blindées. Je veux que le vent de toutes les cultures y souffle aussi librement que possible, mais je refuse de me laisser balayer par elles. Donc c'est en construction une identité, une culture. Mais comment devrait-on donner à la porte de la frontière aux immigrants un papier assigné pour pouvoir être accepté ou ne pas accepté? C'est quand même assez tiré par les cheveux d'une certaine façon pour pouvoir légaliser une entrée, alors que les immigrants sont choisis par le Québec à l'extérieur sur des compétences, sur ses diplômes, etc., pour venir participer au développement de la société. Donc, allons-nous nous enfermer de plus en plus ou bien allons-nous épouser d'une façon claire et nette, dans le cadre de la mondialisation, cette réelle ouverture? Puis s'ils n'acceptaient pas la déclaration dont vous parlez, on les retournerait chez eux à ce moment-là? C'est ça un peu la question qui en bout de piste, de dire qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ne s'adaptent pas à nos valeurs? À mon sens, c'est un faux. Il ne s'agit pas de s'adapter en signant. Excusez-moi, là on perpétue encore les mêmes préjugés. Les immigrants arrivent ici, et la proportion d'immigrants qui sont de fervents religieux au point de vouloir se distinguer par une identité religieuse sont minoritaires, au même titre que le nombre de non-immigrants d'origine, disons, canadienne. Qu'est-ce qu'on fait avec les minorités de fervents religieux, québécois d'origine ou immigrants d'origine, qui veulent à tout prix faire prévaloir leur identité religieuse sur l'identité, par exemple, institutionnelle? Et c'est ça l'enjeu de la laïcité. C'est une minorité de gens particulièrement fervents qui veulent faire prévaloir cette identité religieuse sur l'image corporative de l'institution qu'ils représentent. Dans le cas de l'enseignement, on fait quoi avec eux? Je crois que si les institutions sont laïques, par exemple l'enseignement est réputé laïque, les enseignants se doivent d'être neutres pour ce qui est de leur identité religieuse. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions, alors, il ne devrait pas y avoir de discrimination à l'embauche si quelqu'un dit oui, d'accord, bien sûr, je suis un fervent religieux, mais c'est vrai que dans le cadre de mes fonctions, je renonce à porter mon signe religieux. Et vous remarquez bien que je n'identifie aucune religion, c'est valable pour tout le monde qui veut faire valoir sa religion, que ce soit aussi quelqu'un qui appartient à une nouvelle secte,
OK? Ou à quelqu'un qui appartient à une religion plus traditionnelle du Québec, ou quelqu'un qui est issu de l'immigration. Mais ça, c'est dit, la vaste majorité des immigrants qui arrivent ici sont des immigrants qui veulent commencer une vie nouvelle sur des bases modernes, qui quittent souvent un pays où ce n'était pas possible de vivre selon ce mode-là. Je pense souvent aux minorités d'homosexuels, par exemple, qui quittent souvent un pays très répressif pour des raisons religieuses envers leur orientation sexuelle, ou des femmes qui se sont vues obligées de porter un signe distinctif et qui sont très heureuses de pouvoir y renoncer à partir du moment où on leur laisse la liberté ici. Très bien. Du bas côté. Oui, ben, je dirais, là, il y a quelque chose, on doit dissiper une ambiguïté. Personne ici ne souhaite que le Québec ne soit plus une société libérale, une société de droit. Donc, lorsque je critique la sacralisation des chartes, je ne critique pas les droits et libertés. Je dirais d'ailleurs que les droits et libertés, la démocratie libérale au Québec n'ont pas attendu les chartes pour advenir. Le problème des chartes en ce moment dans le débat public, c'est qu'elles sont souvent instrumentalisées, comment dire, elles sont instrumentalisées, elles sont artificiellement sacralisées, justement à la manière d'un instrument de désaffiliation nationale. C'est-à-dire, chaque revendication identitaire en vient à se traduire dans le langage des droits fondamentaux. Ce qui fait en sorte que derrière l'inflation des droits fondamentaux, autrement dit, chacun des droits fondamentaux à faire valoir contre les institutions publiques, contre la société, eh bien, on se retrouve avec une société qui perd de plus en plus sa capacité de cohérence. Or, c'est un problème, je crois, très profond en ce moment, et pas seulement au Québec, mais dans toutes les sociétés occidentales, ce sentiment d'un éparpillement collectif, ce sentiment d'une désagrégation collective, et aussi, j'insiste là-dessus, le fait que les autorités publiques ont quelquefois se sont retournées, je dirais, contre la culture, contre l'identité de la société dont ils émanent. Le plus bel exemple là-dessus, et j'y reviens, c'est la question de l'histoire, c'est la question du cours éthique et culture religieuse aussi, où on utilise l'État dans une espèce de fonction thérapeutique pour reconstruire la population, pour reconstruire l'identité de la population en prenant pour acquis qu'il faudrait la vider finalement d'un vieux fond xénophobe. Vous demandiez tantôt si la crise des accommodements raisonnables révèle les préjugés des Québécois. Moi, je retournerais la question et je dis que cette crise des accommodements raisonnables a révélé surtout les préjugés d'une bonne partie de l'élite intellectuelle et médiatique. C'est-à-dire une bonne partie, c'est pas du populisme que de dire ça, c'est-à-dire un groupe social a des préjugés. Bon. Et en ce sens-là, lorsque systématiquement on assimile le malaise des Québécois, un malaise légitime, au repli identitaire, au repli xénophobe, au repli sur soi. C'est un vocabulaire qu'on entend souvent, on fait une espèce d'alternative, ouverture à l'autre ou fermeture sur soi. Bon, ben, je connais personne qui va vouloir se classer dans la deuxième catégorie. Donc, lorsqu'on met en scène un débat, finalement, qui pathologise le sentiment national des Québécois, lorsqu'on pathologise le malaise identitaire des Québécois, pardonnez le néologisme, lorsqu'on transforme en pathologie le sentiment national qui veut s'exprimer et servir de norme fondatrice pour la société québécoise, eh bien, c'est là-dessus que le débat dérape. C'est-à-dire dans la... J'utiliserai un mot qui est peut-être excessif, mais qui ne l'est pas toujours, cette criminalisation du sentiment populaire. Lorsque... Je pense à une éditorialiste de la presse qui dit au moment du débat sur le débat sur le voile fait ressortir le vieux fond xénophobe des Québécois. Mais c'est quoi cette idée-là qu'il y a un vieux fond xénophobe des Québécois? C'est quoi cette idée de postuler qu'il y aurait au fond de notre culture une tentation de l'intolérance qu'il faudrait ensuite civiliser? Quant à moi, le Québec est une société libérale et on est à un moment de notre histoire, je dirais, c'est un point final, où on doit être capable de réconcilier deux héritages. Nous devons réconcilier la vieille mémoire du Canada français avec la mémoire de la Révolution tranquille, qui est une mémoire de la laïcité. Et nous devons apprendre à faire un équilibrage entre ces deux références fondatrices. On doit être, autrement dit, capable de formuler une nouvelle synthèse québécoise. À mon avis, le débat doit aboutir là. Et les deux auraient leur place. Les deux auraient leur place, c'est-à-dire une vieille mémoire de 4 siècles d'histoire et une mémoire aussi de notre rapport propre à la modernité. Et en ce sens-là, on doit accepter de tenir ensemble ces deux mémoires en acceptant que dans notre histoire, certaines traditions culturelles ont joué un plus grand rôle que d'autres. D'accord. Mme Poisson. Justement, M. Bocoté a mis le doigt sur le piège, justement, de ce nouveau concept de laïcité ouverte. En fait, c'était de dire, de lier la laïcité à une ouverture nécessaire aux accommodements faits pour des raisons religieuses, envers qui? Envers les immigrants. C'est manifeste dans le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, parce que la culture religieuse, c'est un concept tellement piégé, en fait. L'acceptation de l'autre passe par sa culture religieuse. Comme si l'autre, d'ailleurs, qu'on ne nomme pas, mais qu'on suppose être l'immigrant, était nécessairement identifié par sa religion. C'est comme si on réduisait la culture très riche de l'autre, en supposant que c'est l'immigrant, à sa seule dimension religieuse. Est-ce que tous les immigrants sont religieux? Non, pas nécessairement. Donc, c'est un cours qui est vicié dans sa forme même et qui
nous met dans le piège, justement, de dire, si vous ne voulez pas instruire la culture de l'autre, vous êtes fermé à l'autre. Attention, non. On dit, on veut connaître, on veut intégrer les immigrants, on veut accueillir tout le monde. Est-ce que ça passe nécessairement par la religion et les accommodements religieux? Nous, on dit non. La laïcité implique qu'on va recevoir les gens sur la base de leurs compétences, sur la base de leurs besoins fondamentaux. On va leur faire leur place en tant que citoyens. Ils pourront s'exprimer, ils auront les mêmes droits que tout le monde. Ça, c'est l'intégration pleine et entière de nouveaux citoyens. Maintenant, est-ce que ça doit vouloir dire qu'on doit faire plus de compromis sur la base des accommodements religieux pour eux? Certainement pas. Pas plus que pour tout autre citoyen. Est-ce que c'est parce qu'on craint un retour de notre héritage religieux dont on a essayé de se débarrasser? On voulait s'en débarrasser. Tout à coup, il reviendrait par la porte en arrière par l'immigration. On omet d'expliquer dans tout ce dossier-là à quel point le Québec a souffert d'une chape de plomb concernant la mainmise du religieux qui était omniprésent partout. On en a beaucoup souffert. Est-ce que dans 50 ans d'ici, je peux toute proportion garder, dans 50 ans d'ici, en Iran, quand ce peuple-là se sera débarrassé de la théocratie qui les opprime présentement, est-ce qu'ils verront d'un bon œil le retour du religieux dans les institutions publiques? Bon, nous, je dis bien toute proportion gardée. Il y avait, mais quand même, au niveau de la misère sociale et psychologique des Québécois en regard de la religion, je crois bien qu'on a amplement souffert. Tous les épisodes d'enfants qui ont dû être donnés à l'adoption, je pense que c'est d'autres sortes de crimes contre l'humanité qui ont été faits. Et je crois que les Québécois... Oui, il y a une crainte d'un retour. Oui, parce que plus que le reste du Canada, en fait. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'historiquement, le clergé catholique a été le complice de l'occupation dès après les troubles de 1837-38. C'est intéressant parce que ce qu'on entend, c'est deux discours qui sont très opposés. Là, parce qu'en fait, c'est comme si les blessures du passé eu égard à la religion justifieraient l'évacuation de la religion de notre existence actuelle. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, vous parlez de la capacité... je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. C'est à mon tour. Je vous ai laissé parler. C'est à mon tour. Merci. Donc, c'est ça. Donc, les blessures du passé ne justifient pas d'évacuer la religion. En fait, c'est comme si la religion était perçue comme quelque chose une veste qu'on met à certains moments de notre vie et puis qu'on enlève à d'autres moments. Dans la même journée, on est religieux le matin, on ne l'est pas l'après-midi, ou quand on rentre au travail, on ne l'est pas. C'est pas comme ça, d'une part, que la croyance s'opère chez les individus. Je crois que la croyance, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui colore l'ensemble de l'existence, comme des convictions profondes, comme la conviction en la laïcité. Donc, c'est le même type de... la laïcité, je regrette. Peu importe, mais c'est un mode de vie auquel vous adhérez. C'est un principe de droit démocratique. Mais écoutez, là, je crois que vous m'interrompez encore. Non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Vous aurez l'occasion de répondre. Mais vous considérez qu'on y va de façon trop radicale dans l'idée d'évacuer complètement? Tout à fait. En fait, c'est que d'une part, on parle ici de la capacité des individus de discourir dans le public et puis qu'il y aurait le même droit de parole que quiconque. Si la religion fait partie de mon identité, je veux pouvoir inclure cet argument-là dans le débat que je vais présenter. Donc, par conséquent, c'est pas vrai qu'on reconnaît l'égale dignité de chacun si on évacue cette facette de la personnalité, si on refuse aux gens le droit de s'exprimer en des termes religieux. Maintenant, qu'on dise, tu peux t'exprimer en des termes religieux, jusqu'au moment où ça apporte des conséquences négatives suffisantes sur autrui, ça tout à fait. Donc, et on l'accepte, donc qu'on impose des convictions religieuses à quelqu'un, qu'on enlève l'accès à un espace public à une partie de la population à cause des convictions religieuses d'une autre partie de la population, ce sont tous des éléments qui se justifient, qui tombent carrément sous le principe d'accommodement raisonnable. Mais de dire qu'on peut mettre de côté le débat religieux, c'est quelque chose qui est faux. L'autre partie du discours, ce serait que finalement, il faut être attaché à l'histoire. Donc, moi, je trouve ça assez saisissant. Comment est-ce que votre vision est assez différente? De votre côté, vous dites on devrait mettre de côté la religion, et de votre côté, vous dites ça fait partie de nous, la religion. Non, je ferai une nuance. Terminé, mais je vais faire une nuance. C'est pas exactement ce que je dis. J'aimerais ça vous entendre sur ça. Quelle est la place de la religion? Je dirais, moi, ce que j'appelle ça la mémoire du catholicisme. C'est-à-dire, la mémoire du catholicisme n'est pas toute la mémoire du Canada français. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à un moment où nous devons tenir en synthèse donc la Révolution tranquille, qui est un authentique moment d'émancipation, mais nous devons en finir aussi avec le mythe de la grande noirceur. Autrement dit, l'idée que la Révolution tranquille vient abolir une histoire qui était absolument infréquentable et qu'on ne pouvait pas assumer. Donc la question, quand je dis assumer ce passé, cette mémoire du Canada français, ce n'est pas que catholique, mais ça consiste à accepter, par exemple, dans l'espace public, que certaines fêtes religieuses soient plus importantes que d'autres. Je donne l'exemple là-dessus. On y revient chaque année, c'est devenu un débat habituel. Joyeux Noël ou joyeuse fête. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais ce n'est
pas tant que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accepter que certaines fêtes religieuses qui ont structuré une histoire prédominent dans l'espace public et qu'on ne cherche pas à neutraliser l'espace public? Parce qu'à travers ça, moi, ce que je crois, c'est qu'on cherche moins à neutraliser la trace du religieux, qui est une dimension qui appartient à l'existence, à chacun d'être spirituel ou non, ça ne me concerne pas. Mais ce qu'on cherche à neutraliser à travers ça, c'est à neutraliser une part fondamentale de l'identité nationale, c'est-à-dire de cette histoire qui a une dimension donc catholique, qui n'est pas tout cette histoire. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple-là. On pourrait aussi donner l'exemple de certaines dimensions du cours ECR. On pourrait multiplier les exemples, mais je crois que là-dessus, la question des fêtes est assez symptomatique de cette volonté, à travers le langage religieux, de neutraliser l'identité nationale. Mais je ne dis pas qu'il faut restaurer, étant moi-même pas particulièrement croyant ou quoi que ce soit. Je dis que c'est simplement une dimension qui appartient à cette histoire et qui doit être réhabilitée de manière modérée. Très bien. M. Tadlaoui, est-ce que ça vous offense? Joyeux Noël et joyeuses fêtes? Mais mis à part joyeuses fêtes, ce qui sous-entend, de par l'intervention sur la religion, la laïcité, l'acceptation de l'histoire, etc., et vous l'avez dit tout à l'heure, on parle du malaise, mais en fait c'est une peur. Une peur que la religion revienne alors qu'elle existe depuis, elle va exister sous différentes formes. Est-ce qu'on va devoir vivre sur des persécutions idéologiques, quelles qu'elles soient, ou religieuses? Ou bien allons-nous reconnaître, encore une fois, l'autre dans ce qu'il est, en tant que tel, vivant sa religion, sa spiritualité? Moi, je veux revenir sur et vous emmener au niveau de la réalité de ces immigrants-là, qui viennent avec ou sans religion, en voulant s'intégrer sur le marché de l'emploi. Donc, quel est le véritable voile aujourd'hui? Ce n'est pas la burqa, mais on se voile la face sur la réalité de personnes qu'on accepte ici au Québec et pour qui on n'offre pas les meilleures conditions pour s'intégrer au niveau de l'emploi. Donc, j'ai beaucoup travaillé au niveau avec les employeurs sur la Rive-Sud pour les sensibiliser à cette gestion de la diversité. D'accord? Pour pouvoir les ouvrir, dissiper ces peurs-là, reconnaître notre pouvoir d'intégrer des personnes qu'on choisit, qu'on sélectionne, en vue qu'ils participent au développement de la société et qu'ils participent à ces débats-là. Donc, et vous semblez dire que c'est là qu'il devrait y avoir des accommodements raisonnables dans l'intégration. Il y en a. Je vais vous expliquer justement notre position là-dessus. Je rejoins tout à fait votre propos, monsieur. Les employeurs ont besoin d'être rassurés. Et le discours présent sur la multiplication nécessaire des accommodements raisonnables, nécessaire et même obligatoire par force de loi pour l'employeur est très inquiétant pour un employeur. En fait, ce discours-là dessert l'intégration des immigrants, leur nuit. Ce qu'il faudrait, ce serait justement des balises très, très claires sur quelles sont les obligations et les responsabilités réciproques de l'employeur et de l'employé. En ce qui concerne les congés, ce qu'on peut servir ou non à la cafétéria, ce qui est une obligation. Maintenant, on a eu des jugements d'accommodement raisonnable qui obligeaient, par exemple, une garderie à offrir de la nourriture spécialement désignée à une religion. Pour le moment, le flou artistique qui est maintenu avec la perpétuation de l'obligation des accommodements raisonnables inquiète énormément les milieux administratifs et les employeurs. Et c'est ça qui doit être réglé avant toute chose. Le religieux, personne n'a souhaité qu'il disparaisse le phénomène religieux au mouvement laïque. Nous, ce qu'on craint, c'est bien sûr un retour des régimes théocratiques. Ce n'est pas le cas, c'est pas demain la veille, mais qu'il y ait une interférence du pouvoir religieux dans les décisions politiques, c'est sûr que c'est toujours une menace, pas seulement ici au niveau international. C'est bien à ce niveau-là. Où à travers tout ça, c'est ça un peu la question qui nous occupe, puis on va donner la chance à M. Finalement, où allons-nous retrouver au fil des années? Si on se projette un peu dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, on va être rendu où avec cette question-là? Mais la société québécoise n'est pas meilleure, pas pire que n'importe quelle autre société. Je crois qu'on a toujours peur un peu de ce qui est inconnu. Et puis, ce débat-là reflète ça un peu. Il y a beaucoup d'incompréhension. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à se connaître entre communautés pour mieux respecter les différences et puis voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable aussi. C'est clair qu'il y a des revendications inacceptables. Et d'ailleurs, assez intéressant, il y a des revendications inacceptables de la part notamment de Québécois de souche, catholiques ou autres, qui font des demandes qui sont exagérées. Donc, il faut être bien conscient de cette dynamique-là. Mais ça, sur quoi j'aimerais ramener l'attention, c'est qu'on ne peut pas penser que l'identité est quelque chose auquel on peut renoncer dans certaines circonstances et dans d'autres la parader.
En fait, lorsqu'on dit à quelqu'un, il n'y aura aucun accommodement sur la base de la religion, ça veut dire que cette personne-là doit choisir. Soit elle renonce à sa religion, soit elle renonce à l'accès au milieu d'emploi, par exemple, ou aux écoles. Oui. Donc, c'est un choix impossible qu'on ne peut pas demander. Les accommodements raisonnables ont été développés dans le contexte du handicap. Et c'est que ça serait, pour faire l'analogie, parce que c'est le même raisonnement, l'analogie, ça serait de dire à un handicapé, tu as le droit de venir travailler ici, mais il faut que tu montes les marches. Donc, est-ce qu'on peut laisser notre handicap de côté? Est-ce qu'on peut laisser une partie de notre identité de côté? Oui. Donc, c'est le même type de question. Il faut voir, est-ce qu'on est prêt à respecter les individus dans leur intégralité ou est-ce qu'on doit leur demander, leur exiger de faire ce choix-là, qui n'est pas exigé de la majorité? Très bien. Je vous place les 4 dans une salle et vous devez trouver une solution à cette problématique-là dont on parle depuis près d'une heure maintenant. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Est-ce qu'on est capable de trouver une solution partagée sur laquelle vous pourriez dire ça aurait du bon sens et on pourrait fonctionner dans ce cadre-là? Alors, si je me présentais à la députation, je dirais oui. Mais puisque je n'en suis pas là, je dirais non. Okay. C'est-à-dire, je crois que il y a une polarisation véritable ici. Ouais. C'est-à-dire, il y a je ne sais pas comment on pourrait dire, des philosophies politiques, des projets politiques qui ne sont pas les mêmes. Et c'est la vocation d'un homme politique de nous faire croire qu'on peut toujours se rassembler autour de je ne sais quel moment fraternel. C'est, je crois, le travail intellectuel de reconnaître qu'ici, il y a 2 modèles d'intégration, j'utilise pas de manière abusive cette formule, mais qui ne sont pas les mêmes. On pourrait dire d'un côté, cette question se résout de la manière suivante. Est-ce que c'est d'abord à la société à s'incliner, si je puis dire, pour accueillir toutes les revendications identitaires, qu'elles soient religieuses ou non, ou est-ce que c'est au nouvel arrivant de prendre le pli de la société qui l'accueille? Merci, Mme Poisson. Qu'est-ce que vous en pensez? La solution, déjà, ça serait de dissocier le débat sur la laïcité d'un discours trop identitaire, en fait. Les Belges, les Européens, tout le monde a le même débat sur la laïcité en ce moment. Il en va de la saine gestion des affaires publiques, de la paix sociale, de la cohésion sociale. Justement, c'est déjà une bonne chose que le projet de loi 94, c'est à peu près la seule bonne chose qu'on peut y voir, soit désormais pris en charge par la ministre de la Justice plutôt que de la ministre de l'Immigration ou encore que de la ministre de la Condition féminine. Très bien. M. Tadlaoui, où allons-nous dans votre esprit à vous? Là, on va se ramasser à quel endroit? Où allons-nous? Donc, on ne va pas arrêter la discussion ici, bien entendu, elle est ouverte, elle restera toujours ouverte. Oui. Moi, je terminerai par... sans revenir aux statistiques du nombre croissant d'immigrants qui vont arriver au Québec, au Canada et partout. Moi, je m'oriente vers le programme de maîtrise en médiation interculturelle, qui doit avoir de plus en plus sa place. Je ne fais pas de publicité pour rien, mais c'est une réalité sociale. On se doit de s'orienter, et c'est une des préoccupations du rapport Bouchard-Taylor, de former les intervenants, les politiques, les élites à cette médiation interculturelle en vue de vivre ensemble, en vue de s'accepter les uns des autres, en vue de dire oui, c'est une terre ouverte, mais il y a des règles. Des règles, mais on ne doit pas vous cataloguer comme ayant sous la burqa un intégriste, d'accord? Donc, donc c'est l'acceptation intelligente, ouverte, reconnaissante, sans nier notre histoire, bien entendu, et sans non plus balayer l'histoire des autres qui viennent d'ailleurs. Et c'est un projet possible. Tout à fait, c'est possible. C'est pour ça qu'on y travaille à l'Université de Sherbrooke pour pouvoir former des futurs médiateurs en médiation interculturelle. Très bien. M. Belgrenier, où allons-nous dans votre esprit? Moi, j'ai l'impression qu'on progresse à travers tout ça. Donc, d'une part, on aborde la question dans un cadre démocratique, on en discute ouvertement, on peut avoir un débat qui est quand même vigoureux mais serein là-dessus. Je crois que ça, c'est une marque de maturité de notre société. Et je crois qu'en bout de ligne, c'est une bonne chose. C'est bien qu'on se pose ces questions-là, qui nous sommes et qui voulons-nous être. Et j'ai l'impression qu'à force de se confronter, de se connaître, on va finir par arriver à un modus vivendi qui est toujours en évolution. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de degré, en fait. Où sont les limites et où est-ce qu'on situe l'équilibre qui est juste? C'est clair qu'il ne faut pas rejeter complètement l'histoire, l'identité religieuse, etc. Puis il ne faut pas non plus rejeter les institutions qui font en sorte que chacun peut être égal et avoir une voix égale dans la société. La question, c'est où est-ce qu'on établit la limite? Je crois qu'on se dirige là-bas tranquillement, même s'il y a quand même des écueils qui demeurent, qui sont assez importants. Mais le débat doit continuer. Très bien. M. Tadlaoui, vous voulez rajouter? J'ai oublié justement, tout à l'heure, je tenais un livre dans mes mains, il ne faut pas qu'on aboutisse,
qu'on aille vers ces identités meurtrières. D'accord. Donc, bien entendu, c'est un ouvrage intéressant d'Amin Maalouf pour lequel on devrait le lire et le relire. Je l'ai lu plusieurs fois. Mes étudiants, je les incite. Donc, bien entendu, l'identité n'est pas unique, elle est multiple. Et celui qui la porte devrait être respecté d'où il vient, d'où il est. Très bien. Avec une petite nuance, c'est que nous ne sommes pas en présence en ce moment d'identité meurtrière. Et laisser planer dans l'espace public la rumeur qu'un camp serait porteur d'une volonté je dirais une volonté, c'est quoi meurtrière? On a quelquefois cette idée-là, hein, lorsqu'on parle de xénophobie, lorsqu'on accuse de racisme, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On est à 2 phrases de dire les jours les plus sombres du 20e siècle. À partir de ce moment-là, on nazifie très souvent ceux à qui on s'oppose. Je crois que si on pouvait faire, en fait, je dirais, là où on peut peut-être s'entendre, là où on peut faire espérer progresser le débat, c'est de cesser de croire que les positions, l'une comme l'autre, sont symptomatiques de pathologie identitaire ou idéologique. C'est-à-dire accepter que ce sont des projets légitimes et cesser de laisser entendre finalement qu'il y aurait, dans notre cas mais dans d'autres, une dérive en dehors de la démocratie libérale chaque fois qu'on sort, si je puis dire, des limites du politiquement correct médiatiquement accepté. Mais si je dois ajouter, par exemple, la référence aux identités meurtrières de Amin Maalouf, c'est un très très bon livre. Monsieur Maalouf, justement, qualifie de meurtrières ces identités lorsqu'elles nous divisent. D'accord? Et Monsieur Maalouf réaffirme la nécessité de principes universels qui nous unissent. Et il y a une identité, et c'est ce qu'on prône, nous, au Mouvement laïque québécois, c'est-à-dire, arrêtons de distinguer toujours les gens selon leurs origines et autres, et trouvons donc ce que nous avons de commun et qui constitue notre identité commune en tant qu'être humain. Avant même d'être québécois ou canadiens, nous sommes tous des êtres humains. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réaffirmation des droits fondamentaux, et non pas seulement la liberté religieuse, parce qu'elle est en train de prendre le pas sur toutes les autres libertés ou tous les autres droits. Donc, cette identité meurtrière, oui, certes à dénoncer, parce qu'elle nous divise, mais trouvons donc cette identité commune à tous les humains. Mais je crois que c'est important quand même de démystifier. La liberté de religion ne prend pas le dessus sur les autres droits, en fait, en droit. De fait, dans le discours public, il y a des dérapages, mais je crois que les affirmations, peut-être un peu trop généralisées, contribuent à ça. En droit, dans les décisions judiciaires, il n'y a pas une emprise de la liberté de religion sur les autres droits et libertés. C'est bien le contraire. Il y a un équilibrage qui doit être fait, et c'est toujours ce processus-là qui est en cours. Maintenant, je crois que ce qui est important pour aborder le débat de façon constructive, c'est de regarder quelles sont les conséquences en bout de ligne des positions qu'on prône. Donc, est-ce que en ayant une position, on exclut de rechef une partie de la population de sorte que le dialogue devient impossible? Je crois que c'est plus ça. Et à ce moment-là, si c'était le cas, c'est de regarder les limites du discours. Donc, finalement, de dire, est-ce que finalement la position va trop loin? Est-ce qu'on devrait avoir une position plus modérée pour s'assurer que la personne qui ne se reconnaît pas dans une vision qui est projetée de la société ne se sente pas dépossédée du droit de parole et du droit d'intervenir dans cette société? On va devoir s'arrêter malheureusement, mais quelques secondes à chacune, pour dire qu'est-ce que vous retenez dans notre échange d'aujourd'hui. Avec quoi vous partez et qu'est-ce que vous pensez que nos téléspectateurs devraient retenir de notre discussion que nous venons de faire sur les accommodements raisonnables? M. Talaoui. Moi, je voudrais revenir sur le premier point avec lequel j'ai ouvert. Même s'il s'agit de malaise à cause de ces accommodements raisonnables, mais je suis très content qu'on puisse au moins en discuter, partager, en vue de participer à la formation, à la construction de notre identité québécoise. Donc je l'ai brandi pour pouvoir rappeler que, attention aux dérives, attention à une partie de nous qui pourrait prédominer pour pouvoir imposer une façon de vivre. Et où est-ce qu'il est, ce vivre ensemble, si on ne le discute pas, on ne le pense pas collectivement, y compris avec tous ceux qui vont venir. C'est vrai. Sur votre côté, avec quoi partez-vous d'ici je dirais avec ce plaisir indéniable de voir que le débat entre des positions qui ne sont manifestement pas les mêmes est possible, et avec cette idée par ailleurs que le débat, s'il pouvait toujours avoir cette espèce de, appelons ça, de civilité démocratique, ça aiderait probablement à faire en sorte que les tensions s'apaisent un peu. Et avec cette idée, j'ajouterais peut-être qu'il faut éviter néanmoins, vous évoquiez très justement l'idée qu'un groupe de la population ne doit pas se sentir exclu du débat.
débat. Je dirais qu'un des travers qu'on a souvent dans ce débat-là, hélas, c'est qu'une certaine partie de la population, souvent dans les milieux médiatiques et intellectuels, cherche à confisquer le débat en disant que l'immense majorité de la population n'a pas les qualifications pour parler, pour intervenir sur les questions identitaires. Quant à moi, la démocratisation du débat identitaire, l'ouverture à cette majorité silencieuse qu'on n'ose plus nommer aujourd'hui, fait aussi partie des conditions d'une démocratie revitalisée au Québec. Merci. Mme Poisson, vos commentaires sur la discussion d'aujourd'hui? Ben, j'espère que j'aurai réussi à faire comprendre que le débat de la laïcité en soi est un débat qu'on doit mener à bien et que tous sont invités à y participer, qu'on soit des nouveaux arrivants ou des plus anciens habitants du Québec, et qu'on cesse surtout de mettre comme condition et comme, je vais jusqu'à dire, chantage émotionnel, d'accepter des accommodements religieux au nom de l'intégration des immigrants. Je crois que ça, il faudrait qu'on cesse d'accepter ce genre d'argument-là. C'est même nuisible aux immigrants. Il faudrait qu'on commence à comprendre à quel point ne pas régler la question de la laïcité des institutions publiques, je dis bien de l'espace civique, peut nuire à long terme à l'ensemble des immigrants. C'est beaucoup le discours d'une certaine frange plus intégriste qui a réussi à percer, à dominer dans le débat public. Je crois qu'on est en voie de clarifier tout ça et de bonifier le débat vers justement une réelle laïcité des institutions publiques. Un vivre ensemble. Un réel vivre ensemble, c'est ça. Je dirais qu'une des victoires qui ont été gagnées de haute lutte au Québec, ça a été le développement de la capacité, de l'autonomie de la personne, finalement la capacité de choisir par soi-même, et qu'il faudrait pas oublier cet acquis-là, et qu'il faudrait pas rejeter la différence, faudrait pas rejeter la possibilité d'être différent et que les personnes puissent exprimer cette différence-là. Donc je crois que si on garde ça à l'esprit, le débat peut poursuivre et de façon sereine. Constructive. Oui. Merci beaucoup. On se serre la main. On se remercie beaucoup. Merci, Mme Poisson. Merci. Merci bien. Oui, merci beaucoup de votre participation. Merci bien. Ça termine donc, mesdames et messieurs, cette présentation, la table ronde d'échange sur les accommodements raisonnables. Alors, on va conclure sur ces derniers propos. Les gens semblent tous contents d'avoir participé à une discussion franche et honnête. Je pense dans le respect des points de vue de chacun. Je vous remercie beaucoup, madame, monsieur.